Je voudrais revenir aujourd'hui sur le printemps arabe en prenant la problématique de la façon suivante. D'abord, de qui parle-t-on exactement? Et ensuite, quelles sont les constantes? Qu'y a-t-il donc en commun entre tous ces États de la région pour que les révoltes soient à ce point simultanées? De quoi parle-t-on au juste lorsque l'on parle du monde arabe? Première réponse politique, celle des États qui se définissent eux-mêmes comme arabes. Vous voyez sur la carte l'empreinte actuelle de la Ligue des États arabes. Cette organisation régionale rassemble 22 membres, parmi lesquels les territoires palestiniens et les Comores. Elle a été créée en 1945 par 7 États: Égypte, Irak, Liban, Arabie saoudite, Syrie, Jordanie, Yémen du Nord. Le but, c'était d'affirmer l'unité des peuples arabes économiquement et politiquement. Or, cette unité politique a été sapée à plusieurs reprises par l'opposition entre États socialistes qui étaient proches de l'URSS, comme la Libye ou la Syrie par exemple, et les États proches des États-Unis, comme l'Arabie saoudite ou les Émirats. Sapé aussi par l'exclusion de l'Égypte pendant 10 ans après sa reconnaissance de l'État d'Israël lors des accords de Camp David en 1979. Ou bien encore lors de la guerre du Golfe, 1990-91, lorsque l'un des pays membres, l'Irak, a envahi un autre pays membre, le Koweït. Donc si cette union politique est artificielle, qu'est-ce qui pourrait traduire l'unité du monde arabe? Est-ce qu'il y aurait une unité géographique? Il y a d'abord le Grand Maghreb, ce qui indique en arabe le couchant, l'Occident, en opposition avec le Mashrek, qui indique le Levant. Un autre ensemble géographique est celui de la péninsule arabique, ce qui forme un espace étiré d'est en ouest sur plus de 8000 km. En revanche, dans la Ligue arabe, on voit que certains de ses membres se trouvent à la périphérie de cette zone. C'est le cas du Soudan, dont la partie méridionale appartient à l'Afrique subsaharienne. C'est aussi le cas de Djibouti, de la Somalie, qui se trouve sur la corne de l'Afrique, ou encore, il y a les Comores, qui sont plus loin encore, dans l'océan Indien. Donc, il n'y a pas d'unité géographique. Alors, regardons maintenant du côté de la langue, puisqu'on considère habituellement que l'identité arabe est définie par le fait de parler l'arabe. Vous voyez là les États dont l'arabe est la langue officielle ou l'une des langues officielles. Alors, avec ce critère-là, il faut ajouter aussi le Tchad, l'Érythrée et Israël. De plus, au sein des États arabes vivent des peuples qui ne se définissent pas comme tels. C'est le cas des Berbères au Maghreb ou des Kurdes en Irak ou en Syrie. Il ne faut pas oublier que l'arabe parlé à Rabat n'est pas le même que celui du Caire, à son tour différent de celui parlé à Aden. Car l'arabe classique est avant tout une langue écrite, c'est la langue du Coran. Alors justement, est-ce que la religion serait un facteur structurant du monde arabe? Voici une représentation, disons, classique de l'empreinte de la religion musulmane. Le lien entre islam et monde arabe est étroit, puisque c'est dans le centre de la péninsule arabique que la religion a été révélée au prophète Mahomet. Pourtant, une identification entre monde arabe et islam doit être nuancée. Les ronds que vous voyez là montrent le nombre de musulmans vivant dans chaque pays. Or, on constate que la plupart des musulmans dans le monde vivent hors du monde arabe. Ils sont surtout dans le sous-continent indien et en Asie du Sud-Est. Les États membres de la Ligue arabe ne réunissent en fait que quelques 20% de la totalité des musulmans dans le monde. Et puis, il ne faut pas oublier la présence d'Arabes chrétiens dans de nombreux pays arabes. Voilà donc quelques-uns des fondamentaux de ce que l'on nomme le monde arabe. Donc finalement, ce qu'il y aurait en commun pour expliquer la simultanéité des révoltes arabes de 2011, ne serait-ce pas tout simplement les régimes politiques eux-mêmes, qui tous refusent la démocratie, qui tous ont des chefs d'État qui refusent de passer la main. Le mouvement se déclenche en Tunisie, c'est la révolution du jasmin comme on l'appelle, et cela conduit au départ du président Ben Ali. D'autres pays sont concernés successivement, mais à des degrés très divers. Le mot de révolution n'est donc pas adapté à toutes les situations. En Égypte, c'est suite à 2 semaines de manifestations que Moubarak quitte le pouvoir. Mais ailleurs, des insurrections écrasées par les autorités se transforment en guerre civile, comme en Libye, où l'OTAN intervient pour soutenir les rebelles, ou encore en Syrie ou au Yémen, où là, les chefs d'État préfèrent faire tirer sur la foule plutôt que de quitter le pouvoir. Quant aux autres États de la péninsule arabique, ils sont plus souvent le lieu d'appel aux réformes que de contestation. Et puis, il y a la situation en Irak et dans les territoires palestiniens qui est tout à fait particulière
pour des raisons que l'on connaît. Alors comment un tel mouvement a pu être à peu près simultané alors que les régimes politiques en place ne sont pas tous identiques? On trouve des monarchies au Maroc, en Jordanie et dans plusieurs États de la péninsule arabique, et des républiques, dont deux, en Libye et en Syrie, ont un régime à parti unique. Malgré ces différences de vocabulaire, on retrouve une réalité commune. Lorsqu'elle existe, l'opposition est muselée, l'économie est dans les mains de clans restreints, proches du pouvoir, les mêmes dirigeants se maintiennent au pouvoir le plus longtemps possible. Kadhafi arrive au pouvoir en 69 en Libye, la famille Assad en 70 en Syrie, Saleh au Yémen en 78, Moubarak en 81 et Ben Ali en 87. Et pour rester au pouvoir, tous s'appuient sur des organes de sécurité omniprésents et sur l'absence de respect des droits et des libertés individuelles. Répression et société fermée sont depuis longtemps un facteur de révolte, mais les systèmes de surveillance et de sécurité font qu'on ne bouge pas, tout simplement parce qu'on a peur. Un autre facteur est celui de la corruption. Prenons l'indice établi par l'organisation Transparency International en 2010 pour établir une carte de la perception du niveau de corruption affectant l'administration publique et la classe politique dans les pays arabes. L'indice est compris entre 0, c'est-à-dire une corruption totale, et 10, qui indique l'absence de corruption. Les pays perçus comme les moins corrompus de la région sont le Qatar et les Émirats arabes unis. À titre de comparaison, ils se retrouvent dans le même groupe de pays que la France ou l'Allemagne. Viennent ensuite Bahreïn, l'Oman, Arabie saoudite, Jordanie, Tunisie. Et enfin, le Maroc, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, la Syrie, le Koweït et le Yémen. Dans ce cadre politique globalement fermé et corrompu, s'ajoute maintenant le facteur de la démographie. Les situations démographiques de ces régions sont disparates, mais tous ces pays sont jeunes. Les moins de 15 ans y représentent plus du quart de la population totale. Et ces proportions sont encore plus importantes si l'on ajoute les jeunes entre 15 et 25 ans. En Tunisie, 42,5% de la population a moins de 25 ans, 51% en Égypte, 57% en Syrie, jusqu'à 66% pour le Yémen. Cette carte montre maintenant le taux d'alphabétisation des jeunes âgés de plus de 15 ans et de moins de 25 ans. Ce taux est de 79% pour le Maroc, entre 80 et 98% pour le Yémen, l'Égypte, l'Algérie, la Syrie, la Tunisie, l'Oman, l'Arabie saoudite et le Qatar. Et il atteint près de 100% pour la Jordanie, le Koweït, la Libye et Bahreïn. Donc on a un très bon niveau de scolarisation et d'alphabétisation dans l'ensemble. Ces jeunes inscrits en grand nombre dans l'éducation supérieure sont diplômés, et pourtant, ils sont au chômage, car le marché du travail est très fermé. Pour les pays de la région, le taux de chômage moyen des 15-25 ans est de 23%. Ce taux est de 25% en Égypte. On n'a pas de données précises pour la Libye, un pays riche pour sa rente pétrolière, mais on estime que le taux serait de près de 30%. En Tunisie, 31% des jeunes sont sans emploi. Donc pour résumer, immobilité politique, corruption, jeunesse éduquée, chômage, sentiment d'impuissance, sentiment d'être méprisé, plusieurs facteurs expliquent donc ces révoltes. Les facteurs sont presque partout les mêmes, et les outils des révoltes aussi. Alors de quels outils s'agit-il? Le premier a été la télévision, et notamment Al Jazeera. La chaîne de télévision qatari, diffusée dans l'ensemble des pays arabes, a été le relais de l'ensemble des manifestations qu'elle a couvertes en continu. Elle a contribué à rapprocher symboliquement les manifestants, en leur donnant aussi la parole, grâce à l'interaction avec Internet et les réseaux sociaux et participatifs. Internet a été un outil central, un outil de diffusion, une caisse de résonance, mais pas un facteur déclencheur. Vous voyez sur cette carte la part de la population ayant accès à Internet en 2010 par rapport à la population totale. À quelques exceptions près, Bahreïn, Émirats arabes unis, Qatar, on constate que les proportions sont faibles au regard de la population du pays, mais il faut les mettre en relation avec cette jeunesse nombreuse, éduquée et demandeuse de liberté. Les pouvoirs politiques sont parfaitement conscients de cette montée en puissance et ont pris des mesures. En mars 2011, l'ONG Reporters sans frontières répertoriait plusieurs de ces gouvernements dans son classement des ennemis d'Internet.
car dans les contextes sociopolitiques que je viens de décrire brièvement, où les médias traditionnels sont contrôlés et censurés, les réseaux deviennent des outils de communication, d'information, de transmission, qui aident les uns et les autres à comprendre qu'on n'est pas seul à être en colère, et que l'on n'est pas isolé. C'est sans doute cela qui aide à dépasser la peur, et là, la peur a changé de camp. Les révolutions politiques ou institutionnelles ne se font pas en un jour, et c'est bien pour cela que ce printemps arabe, qui est une variable, m'a donné l'envie de réfléchir à ce qui peut être constant. En résumé, c'est une jeunesse très nombreuse, bien formée, assez bien diplômée, face au chômage de longue durée, vivant dans une société où les droits de l'individu ne sont pas respectés, avec le sentiment d'être méprisé par les élites politiques ou économiques, et d'ailleurs ce sont souvent les mêmes, et ce depuis longtemps. En fait, l'Occident, comme on dit, n'est strictement pour rien au départ dans ces changements, même si l'on retrouve certaines de ses valeurs. Ce qui a chassé les autocrates, ce ne sont ni les fondamentalistes islamistes, ni une intervention de l'armée américaine comme en 2003 en Irak. En fait, il y a, avec ces révolutions pour ces peuples arabes, comme une fierté retrouvée, une dignité retrouvée, et franchement, c'est tant mieux. Vous pouvez lire le livre de Mathieu Guider, Le choc des révolutions arabes, chez Autrement, un livre très intéressant parce qu'il décrit la spécificité de chacune de ces sociétés. Et puis, bien sûr, beaucoup d'autres références de livres sur le site du dessous des cartes. يحسبوا